Bienvenue et merci à toutes et tous pour votre participation à cette deuxième journée de webinaire professionnel proposée par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. Deux journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, le 30 novembre, et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre, en accès libre sur toute la durée de l'événement. Donc maintenant, nous recevons Cécile Arnoux et Louise Maillot, excusez-moi, des éditions Kilema pour une rencontre autour du thème Notre patrimoine littéraire accessible aux personnes en situation de handicap intellectuel. Rêve ou réalité? Bienvenue déjà aux gens qui sont là, probablement intéressés par la question de l'accessibilité ou à minima de l'inclusion ou des nouveautés dans le monde de l'édition parce qu'on fait partie des maisons qui ont des nouvelles thématiques. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, on voulait juste se présenter rapidement. Donc, Kilema Édition, c'est une maison d'édition qui traduit la littérature existante en facile à lire et à comprendre. L'acronyme, c'est FALC. On va beaucoup l'utiliser, donc je me permets de le dire maintenant. Je vais essayer de répéter les deux, mais voilà. Et l'objectif, c'est de rendre accessible cette littérature existante aux personnes présentant des troubles du développement intellectuel ou, comme on disait dans le titre, qui sont en situation de déficience intellectuelle ou de handicap. On développera plus tard l'histoire de notre création, notre ambition et notre méthodologie. Moi, je suis Louise, je suis chargée d'édition chez Kilema Édition. Et moi, je suis Cécile, bonjour, présidente de Kilema Édition. Je vous rappelle rapidement le titre et je vais vous dire un petit peu quelles sont les étapes qu'on va aborder, l'annonce de plan dans le monde universitaire. Donc, déjà, on va parler du patrimoine littéraire accessible aux personnes en situation de déficience intellectuelle, rêve ou réalité. Dans un premier temps, je vais tenter de vous définir un peu ce qu'on entend par patrimoine littéraire et pourquoi on parle d'accessibilité. Ensuite, on va vous parler du projet Kilema, dont l'inclusion est au cœur, grâce à l'outil FALC, donc facile à lire et à comprendre, je le répète une deuxième fois. Puis après, sous forme de discussion, on va vous parler un peu de la notion de rêve ou réalité qu'on aborde dans le titre, mais donc en fait des écueils et des succès qu'on a rencontrés depuis 1 an d'existence, parce qu'on est tout récent. Et pour finir, on laissera la place à un temps de questions, donc n'hésitez pas dans l'onglet questions-réponses à nous écrire. Et sinon, on vous laissera une adresse mail qui est très simple, hein, c'est contact@kilema-edition.fr pour voilà, nous contacter si besoin, nous poser d'autres questions. Vous pouvez aussi nous écrire sur les réseaux sociaux, on est assez réactifs. Voilà, donc je vais commencer par la définition des termes. Donc en premier, on parle de patrimoine littéraire et parce qu'on parle d'accessibilité, je pose la question de son inaccessibilité. Notre titre était un peu grandiloquent volontairement, mais en tout cas, il correspond bien à notre ambition qui est de rendre ce patrimoine accessible. Et on a choisi le terme patrimoine littéraire parce que la lecture et la littérature, pour nous, c'est fondateur de l'identité des personnes, de la culture et donc par extension d'identité. Ça fait penser un peu à la traditionnelle phrase qui marche avec beaucoup d'éléments, mais qui marche très bien ici. Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es. Parce qu'il est vrai qu'on a tous, quand on est lecteur en tout cas, des livres qui nous ont marqués, qui ont été des tournants dans notre vie, dans notre existence, des livres qu'on adore relire ou qu'on offre toujours aux mêmes personnes. Qu'on offre toujours les mêmes livres à des personnes différentes, c'est vachement plus malin. Et donc le livre, c'est vraiment un élément qui est au cœur de la culture, comme le sont les arts. Et la particularité des médiums culturels comme le livre, mais aussi, je ne sais pas, les séries aujourd'hui, les films, c'est qu'on les estime de plus en plus accessibles, en tout cas on les pense de plus en plus accessibles. On est très loin des premiers livres écrits par les scribes à la main, qui étaient juste pour certaines personnes et qui étaient extrêmement chers. Aujourd'hui, on a l'impression que le livre, grâce à l'imprimerie, est très accessible. On l'achète, on le prête, on les donne, on les emprunte à la bibliothèque. Et donc l'idée que la culture est à portée de tous, elle est vraiment là. Pardon, j'ai
petit bug. Mais en fait, l'accessibilité, on se rend compte, notamment avec notre démarche, qu'elle est vraiment partielle. Là, tout de suite, on va mettre de côté, on ne va pas parler des personnes qui ne savent pas du tout lire, parce que ce n'est pas l'enjeu de notre action. On va plutôt s'intéresser au deuxième terme du sujet, l'accessibilité des personnes en situation de déficience intellectuelle. Pour vous donner quelques exemples, on parle notamment ici de trisomie 21, de troubles cognitifs ou de troubles de la mémoire, de certaines formes d'autisme, et aussi des personnes 10. On sait qu'on englobe beaucoup de personnes dans les 10, mais donc dysorthographiques, dysprasiques, etc. Et la question de l'accessibilité du texte, elle est vraiment très forte parce que même si on sait lire, si on a appris à lire, les phrases sont longues, les concepts peuvent être flous, la structure d'une phrase ou d'un paragraphe ou d'un scénario peut être très complexe. Et donc, certaines des personnes concernées, certaines personnes de notre public cible ont appris à lire, elles savent lire techniquement, mais ne peuvent pas lire, en tout cas pas la littérature ou les textes génériques auxquels on a accès. Et c'est ça qui est vraiment au cœur de notre démarche. Et d'où l'existence et la création de Kilema Édition. Et sur ça, je vais laisser un peu Cécile parler de la création de notre maison. Et de ma prise de conscience, a priori. Bon, Roma, je ne vais pas vous dire bonjour, vous avez dit bonjour. Pourquoi j'ai décidé de créer Kilema Édition? C'est très simple, j'ai une fille qui a une trisomie 21. Et moi, je suis une grande lectrice. Donc, effectivement, la lecture, c'est vraiment au cœur de ma vie. Et le problème avec une enfant qui a une trisomie 21 et qui a donc une déficience intellectuelle, c'est que la lecture, c'est quand même un gros défi. Donc, j'ai essayé toute son enfance, ma fille a aujourd'hui 17 ans. Donc, toute son enfance, j'ai essayé de lui donner goût à la lecture, à ma fille et à mon fils qui n'a pas de trisomie, en leur lisant des livres dès leur plus jeune âge, comme beaucoup de parents le font. Et sauf que, à la différence des autres parents, c'est que moi, ça a duré beaucoup plus longtemps. C'est qu'à 6 ans, les enfants savent lire. Bon, on continue certainement à leur lire des histoires, mais ils prennent plaisir à lire tout seuls. Sauf que dans le cas de ma fille, il a fallu que je lui lise des livres pendant beaucoup plus longtemps, puisqu'à 6 ans, elle ne savait pas lire. Et j'ai eu de plus en plus de mal à lui trouver des livres qui pourraient l'intéresser. Parce que ma fille grandissait et effectivement, les thèmes abordés qui pouvaient l'intéresser étaient plus compliqués. Il y a plus les enfants grandissent et plus les livres comptent de mots et de moins en moins d'illustrations. Et du coup, mon problème à moi qui devait lui continuer à lui lire des livres, c'est qu'il fallait que je fasse de l'adaptation au fur et à mesure de ma lecture. Alors, autant vous dire qu'on était très loin de la qualité littéraire originale du livre après ma traduction orale. Donc, et puis du coup, ma fille, pareil, elle se dit, mais c'est quoi ce livre qui n'a plus ni queue ni tête? Comment on peut écrire des choses comme ça, mais c'était mon interprétation, ça n'avait rien à voir avec les livres en eux-mêmes. Et du coup, j'ai un peu lâché l'affaire. Ma fille a lâché l'affaire aussi. Or, elle avait besoin, plus que toute autre personne, de s'entraîner à lire. Donc voilà, donc une énorme frustration de mon côté. Et puis effectivement, j'ai ma fille qui aimait les livres, j'en ai lu pendant très, très longtemps. Et c'est pareil, elle veut plus en toucher. Donc, en parallèle, j'ai découvert le FALC, donc le facile à lire et à comprendre. Le FALC, c'est un outil européen qui a été développé pour faciliter la communication, enfin, toutes les démarches administratives, en fait, des personnes déficientes intellectuelles, pour vraiment les intégrer dans la vie, comment dire, quotidienne. Voilà, donc toutes les démarches administratives, tous les modes d'emploi je ne sais pas quoi d'ailleurs, mais bon, que des documents administratifs, rien de littéraire. Je me suis formée à ça et donc bon, il y a ça, donc ça passe par, excusez-moi, je me perds. En plus, je ne me regarde pas, donc je ne vois personne, c'est très étrange. Donc, le FALC, c'est un outil européen. Les règles sont assez simples. Il y a une 50aine de règles qui sont divisées entre des règles de mise en page et des règles de rédaction, et des règles aussi pour tout ce qui est Internet, mais ça ne nous concerne pas.
Et donc, ce sont des phrases courtes, du vocabulaire simple, une assurance de pronoms, essayer de répéter au maximum les informations, ne pas hésiter à dire Zoé a fait ceci, puis Zoé a fait cela, sans dire elle, puisque là, on se perd, voir la petite blonde aux yeux verts, suivie de Zoé, puis donc là, on se perd. Donc, j'ai découvert le FALC, je me suis formée et quand dès le début, la formation, je me suis dit, mais c'est vraiment l'outil qu'il me fallait, c'est ça, c'est la solution pour rendre accessible la littérature, pour que ma fille et tous les autres jeunes et moins jeunes dans sa situation puissent se réapproprier l'objet livre. Donc, se réapproprier et puis avoir autre chose à lire, parce que, bien évidemment, ma fille est rentrée maintenant dans la lecture, mais il n'empêche qu'elle n'a pas de livre intéressant à lire. Elle ne va pas lire jusqu'à la fin de sa vie des Oui, oui et ma grosse caisse. On va essayer d'élever un peu, voilà, sa culture littéraire. Et donc, suite à cette formation, à cette prise de conscience que le FALC pouvait être la solution, j'ai décidé de créer Kilema Édition. Exactement. Et la particularité de Kilema, parce qu'il y a une particularité du FALC, dont on n'a pas parlé, mais qui est que le texte doit être travaillé et validé par des personnes en situation de handicap mental, ce qui fait que Kilema Édition est une maison d'édition inclusive dans la forme et dans le fond et dans la forme. Voilà pourquoi. Le fond, tout simplement parce qu'on est en train de faire un fond éditorial en FALC, et dans la forme parce qu'on a embauché 2 relectrices, toutes les 2 porteuses d'un handicap différent, pour relire, corriger et valider nos textes. Donc elles sont déjà lectrices, mais elles sont lectrices de FALC parce que c'est plus simple, et dès qu'elles ne comprennent pas quelque chose, on le modifie. Je vais revenir sur le processus juste maintenant, justement parce que avant de parler de nos succès ou de nos échecs, ou du rêve ou de la réalité, de la théorie et la pratique, je vous explique rapidement le processus éditorial qu'on a mis en place dans la maison. Donc, il est possible qu'il y ait des gens qui regardent et qui ne soient pas du tout dans le monde de l'édition. Donc, vous aurez probablement des questions parce que je vais sauter des étapes. Mais j'essaie de faire un aperçu rapide et à peu près compréhensible. Donc, nous, on choisit un texte qu'on envoie chez un traducteur, une traductrice, une personne qui est neurotypique, comme on dit. Donc, ça veut dire une personne qui n'est pas concernée par le handicap, et qui va justement lire l'original et essayer, en le traduisant en FALC, de garder l'essence du livre et de le rendre accessible. Donc, c'est tout un équilibre qui est compliqué à trouver, on parlera de ça un peu plus tard. Ensuite, le texte passe chez une autre personne qui va le réviser, donc vérifier par rapport à l'original s'il n'y a pas des gros oublis, s'il n'y a pas des contresens ou des trahisons du texte, entre guillemets. Et la troisième grosse étape, c'est notre équipe de relecture en interne, qui est donc composée de Laura et Marine, donc toutes les 2 porteuses de handicap, et de Maëlle, qui coordonnent la relecture et qui vérifient à chaque étape si elles ont bien compris le texte, comment redéfinir un terme s'il est mal défini, est-ce que le scénario fonctionne bien. Alors, des fois, comme c'est l'original, on ne peut pas faire grand-chose au scénario, mais en tout cas, est-ce qu'il est assez clair? Est-ce qu'il faut peut-être modifier un élément dans la dynamique pour que ce soit plus facile d'accès? Donc, tout ça, c'est fait en interne, et c'est une réflexion et c'est beaucoup de discussions. Et ensuite, le texte suit le processus habituel. Donc, il part en maquette, il est illustré, et il revient ici pour de multiples relectures orthographiques et typographiques. Et on finalise l'objet livre en l'envoyant en impression. Et donc, dans ce processus, on a rencontré pas mal de choses. Donc là, c'est notre 3e étape. Ça fait 1 an qu'on existe, comme je vous disais. Donc, après 1 an de FALC littéraire, quel constat on a pu faire? Et en premier, on a constaté qu'un des points compliqués, c'était associer FALC et littérature, notamment parce que le FALC est initialement prévu pour l'administratif. On prenait tout à l'heure, je ne sais pas si tu veux que je commence. Vas-y, commence. On rebondit, on discute. On rebondit. On prenait l'exemple tout à l'heure de la répétition de Zoé. Voilà, elle fait ceci, elle fait cela. C'est très, très difficile en français d'utiliser la répétition. C'est un des trucs qu'on apprend à l'école, de supprimer toutes les répétitions, d'utiliser des périphrases pour ne pas répéter les sujets, etc. C'est pas possible en FALC, en fait. Donc c'est un des cas où on essaye d'équilibrer entre bien identifier quand le sujet peut
doit être répété ou peut ne pas l'être si on est absolument sûr que le « elle » concerne la bonne personne, qu'il n'y a aucune possibilité de confusion. Notamment, si on prenait l'exemple de Zoé, on va avoir Zoé fait du cheval, elle fait quelque chose, mais la ligne d'après, on va répéter Zoé parce que ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vu Zoé, en fait. Donc, sur 3 lignes, on essaye d'alterner ou de trouver un équilibre entre la répétition et le côté littéraire. Et ça, dans ce cas-là, effectivement, on a un gros risque de froideur et dans le côté littéraire, dans le fait qu'on peut avoir des phrases les unes en dessous des autres. Donc ça, c'est vraiment un gros point sur lequel on travaille. Effectivement, rédiger des phrases clairement, mais les relier entre elles et faire un contenu qui a une vraie valeur littéraire. Parce qu'il y a un vrai risque qu'on a rencontré sur plusieurs thèses, qu'on essaye d'éviter actuellement, mais c'est d'avoir un effet liste, en fait, pas mal, parce qu'on va chercher à donner toutes les informations du texte, du scénario, et parfois on oublie le côté aimer lire, c'est aussi aimer la fluidité d'un texte, l'enchaînement des choses, la logique des choses, en fait. Il y a ce risque-là dû au FALC, qui est vraiment le côté très efficace de la langue, qu'on a du mal à garder, qu'on a du mal à associer au littéraire. Il y a un vrai risque de froideur et on essaye de ne pas faire ça. Il y a d'autres règles dans le FALC, on n'a pas tout donné, mais par exemple, il y a une règle très importante qui est d'éviter l'implicite, parce que notre public cible, en fait, n'a pas forcément, pas tous en tout cas, la capacité de comprendre l'implicite ou de chercher les différents degrés de lecture. Et pour ça, on va prendre un exemple d'un texte qui est en cours de traduction, qui est La ferme des animaux de George Orwell. Donc, pour résumer très rapidement, si vous ne connaissez pas, c'est l'histoire d'une révolution animale dans une ferme qui vont chasser les humains de la ferme, mais en fait, c'est une métaphore et une critique du régime communiste de Staline. Et donc, le problème, c'est que tout est implicite. Dans cet ouvrage, il y a beaucoup de clins d'œil pour un lecteur alerte, pour quelqu'un qui connaît l'histoire. On peut retrouver, bien sûr, les éléments type Napoléon, le cochon Napoléon, parce qu'il s'appelle Napoléon, c'est un peu problématique, mais qui est en fait une métaphore de Staline, etc. Il y a beaucoup de choses, quand on connaît l'histoire mondiale de ces années-là, on retrouve ça. Nous, on a fait le choix de garder le premier niveau de lecture, c'est-à-dire qu'on traduit la révolution des animaux face aux humains. On garde les éléments potentiels d'analyse historique, mais on ne les explicite pas parce que ça serait compliqué à ce moment-là. Et parce que l'enjeu du livre, c'est aussi tout ce qui est oppression, désir de liberté, du rejet, et ce sont déjà des thématiques très très fortes et qui parlent à notre public cible. Mais pour permettre une lecture accompagnée, en fait, on a mis en place dans nos œuvres une présentation toujours de l'œuvre avec parfois une contextualisation. Donc là, on parle rapidement au tout début de la révolution russe, mais surtout on a 2-3 pages à la fin qui accentuent ça et où on propose l'analyse de la révolution en quelques paragraphes. On pousse pas très loin à l'analyse, mais ça peut permettre une lecture accompagnée et avoir une approche un peu pédagogique si il y a un parent, un professeur autour et qui veut expliquer ça. Mais la lecture de ces pages, elle n'est pas obligatoire et elle n'est pas nécessaire pour comprendre l'ouvrage. Donc voilà, c'était un équilibre qu'on a tâché de trouver. Et cet équilibre-là, c'est le FALC simplifie la langue. Donc en littérature, ça peut poser problème, ça peut faire peur à beaucoup d'auteurs, à beaucoup de maisons d'édition avec qui on travaille pour traduire. Mais on cherche à toujours garder l'attrait littéraire avec l'accessibilité. Donc il faut garder le rythme, il faut que l'envie de lire soit toujours là chez nos lecteurs. Et la solution qu'on a trouvée, en fait, c'est de passer par l'émotion. C'est-à-dire qu'on essaye toujours de penser à la réception de l'œuvre, à l'émotion qu'elle provoque chez le lecteur pour éviter l'effet de froideur du FALC, c'est-à-dire chercher à retrouver ça dans le FALC, et aussi pour éviter de surinterpréter. Il est très facile, si on veut expliquer l'implicite, de surinterpréter ce qu'a voulu dire l'auteur. Et donc, en cherchant à coller aux mots, c'est toi qui maîtrises mieux cette partie que moi, mais voilà. Il faut vraiment faire une étude du champ lexical de l'œuvre d'origine pour vraiment coller au maximum à l'émotion qui se dégage de l'œuvre et
et effectivement, ce fait d'identifier ce champ lexical, ça permet de ne pas se perdre dans la surinterprétation. Et donc c'est pour ça qu'il y a tant d'étapes d'ailleurs dans notre processus, et qu'il y a une étape majeure qui est différente du processus éditorial de traduction d'autres langues, c'est qu'on a vraiment une étape de révision par une autre personne pour vraiment vérifier qu'il n'y a pas eu de interprétation et qu'on reste dans l'émotion de l'œuvre et dans ce que l'auteur a voulu dire, même au plus proche de ces mots, dans la mesure du possible. Ça va être plus peut-être les structures qui vont changer que le vocabulaire, sauf s'il est inaccessible. Il y a des mots qui sont trop compliqués, voilà. Complètement. Mais s'il y a des mots-clés très importants, qu'on sent très importants à la lecture, il faut les conserver, en fait. On cherche à les conserver, en tout cas au maximum. Et aussi, et j'ai perdu ce que je voulais dire, ça m'a donné une idée et je l'ai perdu. Oui, le fait que ça passe par plusieurs personnes, c'est pour nous, en tout cas, alors c'est beaucoup de temps, mais c'est un gain en qualité parce que la subjectivité de tout un chacun peut permettre d'arriver à quelque chose de peut-être plus objectif, justement. Parce qu'il y a le traducteur ou la traductrice, la personne qui révise, l'équipe de relecture, il y a ma lecture, il y a la lecture de mon assistante aussi. Donc on est sur la tienne aussi. La tienne aussi. Évidemment. Donc voilà, il y a beaucoup de personnes qui vont chercher à respecter au mieux l'original tout en le rendant accessible. C'est cet équilibre-là qu'on cherche à atteindre. Et c'est d'ailleurs le respect de l'original, c'est une des choses qui sont au cœur de notre projet, j'allais dire, c'est pas du tout le mot qu'il faut dire, de notre action. Et je te laisse parler du choix du terme traduction et non adaptation. Oui, tout à fait. On a beaucoup réfléchi sur quoi mettre sur nos couvertures. Ce n'est pas la couverture d'ailleurs, c'est la première page. Traduction en FALC ou adaptation en FALC. Je pense que ça pourrait faire l'objet d'un autre débat avec plein de linguistes et de traducteurs. Mais nous, on a choisi de dire qu'on faisait de la traduction en FALC. On a pris le parti de considérer que le FALC était comme une langue française autre que le français habituel. Donc, c'est dans ce sens que nous parlons de traduction et non d'adaptation. Donc, nos traducteurs ont pour consigne, comme je disais tout à l'heure, de respecter au maximum l'original et de rester au plus près du texte en le rendant accessible. Bien sûr, on peut faire des coupes, des petites coupes. Moi, je fais des petites coupes. Louise veut faire des plus grosses coupes. Mais voilà, il faut... Voilà, si l'auteur a écrit le texte tel qu'il l'a écrit, c'est que pour moi, chaque phrase a son importance, chaque mot a son importance. Et donc, il faut, dans la mesure du possible, rester au plus près du texte. Bien sûr, en appliquant les règles du FALC, on s'éloigne du texte original. Un auteur retrouvera... On a traduit L'étranger. Aujourd'hui, Maman est morte, on l'a laissé, mais c'est peut-être une des seules phrases qui est restée intacte dans l'ensemble du livre. Et puis, de toute façon, quelle que soit la langue de traduction, on a toujours l'éternel débat. Est-ce que traduire, c'est trahir? Oui, nous, on trahit certainement un peu plus que les autres. Oui, pour la recherche de respect de l'original ou d'exactitude, on avait un petit exemple qui m'avait beaucoup marqué sur Camus, qui peut-être ne parlera pas à tout le monde, mais bon, je tente l'exemple. Il y a Meursault qui raconte, donc le personnage principal, qui raconte un moment de sa vie au bureau où il dit qu'il aime bien se laver les mains avant d'aller déjeuner, mais que le soir, il n'aime pas parce que l'essuie-main est trempé. C'est une sensation qui lui déplaît, qui lui déplaît. Et dans la première version de notre traduction, en fait, on ne gardait que l'aspect dégoûté du soir, en fait. Le personnage n'aimait pas ça, en fait. C'était un mauvais moment. Alors qu'en fait, Meursault ne parle pas tant de son dégoût du soir que du fait que ce qu'il aime est gâché par une situation, qu'il a un obstacle. Et donc, finalement, on a décidé de garder les deux pour avoir la subtilité du personnage. Donc, on a vraiment deux phrases qui décrivent les deux moments de la journée. Donc ça, c'est typique de chercher ce qu'a voulu dire l'auteur et peut-être ce qui a le plus d'importance dans l'émotion provoquée chez le lecteur. C'est un exemple qui n'est pas très bien retranscrit, j'en ai conscience, mais ça fait partie du travail de vérification. C'est typique de ça, des choses qui ont été des problématiques et qui le sont toujours qu'il l'est toujours selon
les textes ne parlent plus français, on est vendredi. C'est normal. Vas-y, je t'en prie. Non. Ouais, c'est à moi de parler maintenant. Moi, je suis en jaune, si vous voulez tout savoir. Alors, effectivement, on parle du FALC, donc du facile à lire et à comprendre, donc qui était fait à l'origine pour les documents administratifs. Et nous, du coup, chez Kilima Édition, on introduit une nouvelle notion qui est la notion de FALC littéraire. Et voilà, le FALC littéraire est vraiment à ses débuts. Il n'y a pas de manuel, il y a que de l'expérience qu'on va essayer de conserver et de retranscrire à un moment donné en livre, certainement. Et surtout, on va essayer on va pas essayer, on a pour ambition de monter un programme de recherche pluridisciplinaire sur la traduction littéraire en FALC. Voilà, pluridisciplinaire, parce qu'il faudrait que ça prenne en compte donc les spécificités du FALC, mais aussi les spécificités de notre public cible et voir comment on peut concilier au mieux les deux. Ce qu'on essaie de faire, donc de toute façon, le thésard qui viendra chez nous partira de notre travail et de notre expérience, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin et surtout, ça peut aider beaucoup de gens à se lancer dans le FALC pour que notre patrimoine littéraire dans son ensemble soit un jour disponible en FALC, ce qui serait là pour le coup un rêve, mais ce n'est pas de ce rêve dont on veut forcément parler. J'avais une petite anecdote encore, moi je suis la team anecdote, sur le respect de l'original justement. J'ai fait lire un extrait d'une traduction en cours et c'était un extrait de Au bonheur des dames de Zola. Et on a eu 2 réactions très différentes de nos relectrices sur les premières pages de la traduction. Donc la réaction de Laura était j'adore, on imagine tous les vêtements et les relations de famille, donc quelque chose de très dans l'émotion, etc. Elle l'a bien reçu. Et Marine a trouvé ça trop lent, trop de descriptions et ça l'ennuyait. Et pour qui connaît Zola, on sait que ces 2 avis-là sont très partagés par de nombreux lecteurs, c'est-à-dire que les 2 réactions valent bien la réception de l'œuvre, quoi. Et voilà, donc ça, c'est nos points principaux. L'objectif, donc, c'est d'aller vers une littérature de plus en plus accessible. Et quand on posait la question de rêve ou réalité, c'était un rêve il y a 1 an encore pour Cécile. Et c'est en train de devenir une réalité avec des obstacles, une réalité avec des difficultés, mais aussi avec beaucoup de succès, vu qu'on voit que la lecture, ça marche en fait dans notre équipe de traduction. C'est très bien reçu quand on en parle autour de nous et il y a une envie de rendre accessible beaucoup de livres. On aimerait pouvoir traduire autant de livres que possible et le plus rapidement possible, mais bon, on n'est pas aussi nombreux et qu'on pourrait, qu'on voudrait, voilà. Et en tout cas, on se donne les moyens et on teste chacune des problématiques dont on a parlé. C'est de l'ordre du test et de l'expérience en fait qu'on accumule et qu'on cherche à améliorer à chaque fois. Et pour finir, je me suis permise de poser des petites questions à notre équipe de relecture. Après, on passe aux questions de votre part. Pour pas oublier que l'objectif principal, c'est surtout de rendre accessible et de faire lire des gens et de les faire aimer la lecture, en fait. Et donc, à Marine, je lui ai demandé ce que le FALC changeait dans sa lecture. Et elle m'a dit, je vais parler en son nom, mais parce qu'on n'a pas de petite vidéo, mais surtout que Marine ne voulait pas être filmée. Non. Mais elle m'a dit que c'était beaucoup plus facile, je comprends mieux. Avant, je voyais des livres avec des chapitres longs où il y avait des mots difficiles. Petite anecdote, d'ailleurs, sur Marine aussi. Quand elle est arrivée, on lui a demandé de lire Elle est arrivée en septembre, donc L'étranger venait de paraître. Et elle l'a lu pour se mettre un peu dans le bain, expression typiquement impossible de placer en FALC, se mettre dans le bain. Et elle l'a lu en plusieurs fois parce qu'elle le lisait sur des moments de pause ou sur des moments… de transport en commun, disons-le. Par exemple. Et elle disait en fait que pour la première fois, elle n'oubliait pas d'informations d'une lecture à l'autre et que ça l'avait vraiment étonnée en fait, qu'elle avait l'habitude d'être perdue quand elle faisait une pause dans un livre. Donc là, ce n'était pas le cas, donc ça nous a aussi indiqué qu'on était sur une très bonne voie. Et pour Laura, je lui ai demandé ce que le FALC avait changé pour elle et s'il y avait des livres qu'elle avait trouvés difficiles et peut-être qu'elle avait laissé tomber. Donc pas forcément en FALC, justement, plutôt dans ses habitudes de lecture. Et donc, elle m'a dit que le FALC améliorait sa compréhension, qu'il y a beaucoup plus de choses que je comprends mieux et qu'il y a beaucoup de livres qu'elle aimerait lire mais qui sont trop compliqués. Et elle m'a cité notamment Marc Lévy, Tara Duncan ou La guerre des boutons, qui serait plus simple en FALC d'après elle. Donc, nous, on en rajoute à notre liste à chaque fois quand on dit ça.
Et dernière anecdote qui n'est pas dans notre team de relecture, mais qui est super chouette. Oui, c'est Jérémy, qui est un jeune homme trisomique de 19 ou 20 ans, je ne sais plus exactement, mais donc il a une trisomie 21 et à qui je buvais un café, peu importe, mais avec sa mère, et qui voulait, parce qu'on a sorti le Molière, le médecin malgré lui, et je devais apporter le Molière à sa mère. Jérémy était là, il a vu sa mère lui a présenté le livre en disant « Tiens, regarde, juste ça ». Et Jérémy a ouvert le livre et il a pu sortir sa tête du livre jusqu'à ce qu'il l'ait fini. On est resté un petit moment quand même au café, mais parce que c'est pas très long, mais quand même. Et en relevant la tête juste pour dire « C'est drôle ». Et il se repartait à lire. Et dans l'après-midi, j'ai reçu un message de sa mère aussi me disant que Jérémy n'avait pas lâché le Molière de toute la journée, si ce n'est pour manger, sachant que Jérémy sait lire, mais que jusqu'à ce Molière, il ne lisait que la Bible. Donc voilà, on l'a un peu changé d'univers et c'est très bien. Ouais, donc le pari a été gagné, en tout cas pour une personne et probablement plus à l'avenir. Donc voilà, en tout cas, ça répond à la question de l'accessibilité, à la raison de notre action. Et si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. C'est maintenant. Il nous reste 15 minutes. Nous, on ne les voit pas, en fait, donc on attend juste de savoir s'il y a des questions dans le chat. Petit moment délicat. Ah, ok. On est censé les voir, on cherche. Ah, je ne sais pas, pardon. Elle a été déconnectée. Alors, pour l'instant, il n'y a pas encore de questions. Il y a des compliments dans le... C'est parfait, on prend aussi. Hein. Mais vous ne voyez pas le QR? Si, c'est bon, on vient de l'ouvrir. Donc, n'hésitez pas, les participants, si vous avez d'autres questions, à utiliser ce petit panneau. Donc, il y en a une qui vient d'arriver, de Camille. Est-ce que le FALC peut convenir à des enfants dysexécutifs? Alors, si vous m'expliquez ce qu'est un an, enfin, je comprends le 10, mais le exécutif, je ne suis pas une professionnelle des troubles 10. D'une manière générale, le FALC, oui, est adapté aux enfants 10, enfin aux enfants ou pas aux enfants d'ailleurs, parce que il y a une mise en page et une police qui est plus grande, plus aérée. Voilà. Pour les enfants 10, ça marche aussi. Après, au niveau du texte, je pense que effectivement le FALC, enfin, je vous dis, je ne suis pas spécialiste des 10, mais je connais des parents d'enfants 10 et je discutais avec un père d'enfants 10, justement, qui va tester l'île au trésor sur sa fille ce week-end. Donc, je pourrais vous en dire plus tard. Oui, très intéressant. On n'a pas du tout parlé. En fait, on voulait présenter la problématique plus que toute notre collection. On va lire la question peut-être parce que ça n'a pas clair si je ne lis pas la question. Avez-vous des livres FALC pour des enfants d'âge pré-ado-ado? En fait, on a 4 collections principales pour l'instant. Une de jeunesse, où donc on va être sur du pré-ado, jeunesse pré-ado, une ado, une adulte et le théâtre. Donc, on va avoir ce genre de livre. Là, le premier ado devrait sortir, ça va être un Sherlock Holmes, il devrait sortir début février, si tout roule. Et il y a d'autres titres ados qui sont prévus, notamment du Mario de Muraille ou Clémentine Beauvais, si vous connaissez un peu. Et en jeunesse, on a aussi 2 prochains titres qui arrivent, qui sont Les Malheurs de Sophie et Les Trois Mousquetaires. Donc, on a totalement, en fait, on classe par niveau. L'idée, c'est, par tranche d'âge, sans donner forcément d'âge, parce qu'on va plutôt être sur les thématiques jeunesse, ado ou adulte. L'idée étant de commencer nos collections à l'âge ou au type de livre où il est difficile de lire si ce n'est pas adapté. C'est-à-dire, à partir des premiers romans, il commence à y avoir beaucoup moins d'illustrations, beaucoup de textes, beaucoup de mots, pas de définition, bien sûr. Et donc, voilà, c'est à partir de là qu'on commence nos collections. Toutes nos collections sont sur notre site, tout est classé, donc vous pouvez aller fouiller pour avoir plus d'informations. Est-ce qu'il y a, si tu descends, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a une autre question. Oui. Visez-vous la traduction d'autres types d'ouvrages comme des BD?
Alors, bonne question. Alors, la traduction des BD, c'est une bonne question. De base, j'aurais répondu non, pas de BD, parce qu'effectivement, la lecture dans les bulles, pour moi, c'est compliqué. En plus, il faut des typos. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de questions. Ah ouais. Ah. Il faut des typos, des grosses typos, enfin de minimum 12 Voire idéalement 14. Ça rentre. Pour moi, c'est effectivement compliqué de mettre ça dans une BD, mais il y a le côté illustration qui est quand même très, très parlant pour tout le monde. Donc, ça sera à tester avec des auteurs de BD. Après, c'est pas une priorité parce qu'on cherche à s'attaquer à la littérature, j'allais dire classique ou contemporaine, mais en tout cas pas sous forme de bande dessinée, notamment parce que le texte est inaccessible. Mais c'est en débat, hein, il y a des possibilités. On est en train de déblayer le terrain. Il y a d'autres structures qui font du Falk plutôt en création, créer directement un titre, une histoire en Falk. C'est pas notre cas. Notamment parce qu'on a décidé d'aller plutôt dans le sens de l'inclusion, et l'inclusion pour nous, ça participait du partage de la même culture, et donc créer une nouvelle histoire en Falk, c'est génial parce que c'est du contenu adapté et c'est trop bien, mais c'est pas notre objectif premier. Nous, on veut d'abord traduire pour que à la cour de récré, au bureau ou dans des réunions de famille, par exemple, des personnes qui présentent des troubles cognitifs ou intellectuels puissent parler des mêmes livres, en fait, puissent partager la même culture. Ça répond pas exactement à la question, mais ça répondait à la BD, enfin voilà, à pourquoi on a fait ce choix-là. Si vous n'avez pas d'autres questions, il y a des choses qu'on n'a pas abordées, donc moi je peux toujours développer. Alors, il y a une question pratique. À quel stand serez-vous au Salon du Livre? Ah bah oui. Plaisir à venir vous voir, demande Marie-Elliott. Et on sera au B24B dans le Grand Marché. Je connais par cœur. Donc c'est au premier niveau, il me semble, et on vous accueillera avec plaisir. On y sera tous les 6 jours et on tournera. Donc nous deux, on y sera souvent, mais pas tout le temps en même temps. Et donc il y aura d'autres gens de l'équipe qui seront là. Voilà. Dont les relectrices. Le vendredi matin. Alors, on nous demande aussi si vous pourriez montrer le texte d'un ouvrage à l'écran, voire lire quelques phrases. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a les questions répondues et les questions à ouvrir, et donc on ne voit pas toutes les questions. Alors, au hasard, L'île au trésor, qui est là, qui sera bien sûr à Montreuil. Et je vais essayer de zoomer, de m'approcher. On a fait plusieurs choix typographiques. Donc, la typographie est accessible et respecte les règles du Falk en termes de taille, de forme, parce que les typos ne doivent pas avoir d'empattement. Donc, comme la Times New Roman qui est comme ça. Et pour vous lire, je ne sais pas, en plus, j'ai choisi une page qui est intéressante parce qu'on a une liste à puces. Je ne sais pas si vous voyez. C'est vraiment, en plus, est-ce que ce n'est pas à l'envers? Je ne sais pas, j'espère pas pour vous. Une des choses, c'est de rendre le texte le plus clair possible. Donc, on a notamment des listes à puces en jeunesse et en ado. On n'est pas sûr de le faire en adulte. On va essayer de reformuler différemment pour aussi monter en difficulté de lecture. C'est aussi une évolution en difficulté de lecture. Et je ne sais pas, je peux vous lire... C'est parfait, elle a répondu. C'est parfait, je peux vous lire aussi. Hein, je sais pas. Tu veux lire? Non, ça va. Mais c'est compliqué parce qu'il y a des dialogues. Donc... Là, il y a des dialogues, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que par exemple, en jeunesse, on a donné des couleurs aux personnages. C'est bon. Et ce qui fait qu'on répète le nom du personnage avant qu'il parle, un peu comme au théâtre, pour que ce soit vraiment clair aussi, qui parle à quel moment. On a éliminé tout ce qui est dit-elle, en souriant, tout ça, ça n'existe pas dans le Falk. Et ça marche assez bien, hein. En tout cas, quand on le teste, ça a l'air clair pour les personnes qui lisent. Alors, on vous demande aussi si vous contactez pour vous faire connaître les établissements tels que IME ou foyer d'accueil pour personnes, jeunes adultes et adultes, qui travaillent en atelier protégé. Oui, bien sûr, c'est notre première, notre premier public. Ouais, notre premier public, et oui, on les contacte. Enfin, on est en phase de contact, d'appel. C'est un travail de longue haleine, comme on dit. Oui, tout à fait. On est tout. Enfin, L'île au trésor vient de sortir. Enfin, le premier titre est sorti le 15 septembre, le deuxième 30 septembre.
Et lui, L'île au il y a trésor, une semaine et demie. il y a une semaine. Donc, effectivement, avant d'avoir des choses à présenter, c'était un peu compliqué de présenter juste le concept et les gens aiment toucher et nos livres sont très, très beaux en plus. Donc, c'était un peu aussi C'était un des enjeux. faire des beaux livres qui pourront être mis fièrement dans les bibliothèques et donc, les bibliothèques municipales et les bibliothèques personnelles. Et voilà, que le public handicapé ait droit à des belles choses aussi. Il y a une question sur ce qui accompagne nos livres, notamment des fiches d'activité. Alors, on n'a pas de fiches d'activité, en revanche, dans le livre, parce qu'on... Dans le livre, on a une présentation de l'ouvrage, histoire de ne pas rentrer dans le livre avec un incipit très violent qui va dire, je ne sais pas, quelqu'un claque une porte et on ne sait pas qui est ce personnage avant 4 pages. Donc ça n'existe pas. Donc on a vraiment une présentation de l'intrigue des personnages, une contextualisation de l'œuvre. S'il y a besoin, par exemple, dans l'étranger, on a noté que les personnages arabes étaient appelés juste les Arabes et donc c'était plus acceptable aujourd'hui. Donc voilà, pour pas que ce soit, pour qu'on comprenne l'usage de certains mots, pour respecter l'original, mais aussi pouvoir accompagner la lecture. Mais on n'a pas de fiche d'activité, notamment parce que le travail d'accompagnement du livre se fait en dehors du livre pour nous. Voilà. Il reste 3 minutes encore si quelqu'un a une dernière question. Nous, on avait une remarque. Ah, non, ça, on l'a vu, celle-ci. On avait aussi une remarque, c'est peut-être que c'est une question qui peut intéresser, c'est qu'on n'a pas encore de version numérique. Les versions numériques, d'ailleurs, répondent aussi à la question sur les 10 parce que beaucoup pardon, je perds mes mots parce que je sais qu'il reste 2 minutes, c'est terrible. D'édition 10 vont aussi jouer sur les syllabes, et nous, on ne le fait pas dans le Falc, ça reste, on ne fait pas de travail sur les syllabes, mais on a pour ambition de faire des versions numériques qui puissent être adaptées et adaptables, comme de toute façon, ça fait partie de la nouvelle loi qui arrive sur l'accessibilité. Mais voilà, donc on est en recherche de partenaires pour faire du numérique. Afin de rendre ça encore plus accessible. Voilà, c'était tout. Il n'y a plus de questions, on va vous dire, non, tu voulais rajouter une... Non, le Falc, mon dernier point, s'il n'y a plus de questions, il n'est pas que pour les publics présentant des handicaps ou des troubles. En fait, il est aussi pour les personnes vieillissantes parce que la lecture est de plus en plus difficile. C'est aussi pour les personnes qui arrivent sur le territoire et qui ne parlent pas la langue ou qui l'apprennent. En fait, ça peut toucher un large public en termes d'inclusion, en fait. Voilà. Et utile en FLE, complètement. Je viens d'avoir cette remarque, mais en FLE, ce sera totalement utile. Il est évident que notre public premier, c'est les personnes qui ont des déficiences, mais c'est pas... Ce ne sera pas seulement le cas parce que lire Camus quand on arrive en France, c'est aussi se garantir des conversations quand on apprend le français, en fait. Donc c'est chouette. C'est vraiment un public plus large que ce qu'on présente là. Et puis, il y a aussi le public des jeunes qui ont des difficultés à lire. Dans la rentrée en 6e, on dit que les jeunes ne savent plus lire. Ça peut être aussi un tremplin pour leur redonner confiance dans leur capacité de lecture. Et donc, ça peut être une approche transitoire de passer par le Falc et voilà, de remettre les jeunes dans la lecture et dans le réentraînement de la lecture pour pouvoir repasser sur des livres non traduits en Falc plus tard. Donc, évidemment, a priori, selon selon l'Alliance pour la lecture, il y a 10 millions de personnes en France qui sont empêchées de lire et qui pourraient profiter du facile à lire et à comprendre. Donc, on a beaucoup de boulot. Voilà, on va probablement conclure là-dessus parce qu'il reste moins d'1 minute, je crois. Oui, dans ce cas-là, merci à vous pour la rencontre et merci au public d'y avoir assisté. Nous, on se retrouve à 15h30 pour une rencontre avec les éditions Rajo pour un focus sur un label Enquête d'Europe, des grands polars européens pour les 8-12 ans. Merci. Merci. À bientôt sur le sujet.